Alors bonjour déjà, et merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous lire mon petit discours. Un jour, pressés par l'ordre naturel des choses, les poissons décidèrent qu'ils voudraient bien, dans des centaines de millions d'années, devenir des humains qui lisent des livres dans leur tête. Alors, ils se hissèrent sur la rive, où leur poussèrent des pieds, puis des pouces, puis des voix. Et voilà des petits humains, prêts à lire des livres, il fallut en écrire d'abord. Et ce processus absolument naturel, 100% bio et très organique qu'est la lecture, se développa d'abord dans leurs doigts, pointé B, pointé A, pointé B, A, bas, puis dans leur langue, et dans leurs lèvres, dans leur gorge et dans leurs poumons, bah, bah. Et enfin, tout naturellement, dans l'ordre des choses, la consécration, dans la tête. À partir de maintenant, tu lis dans ta tête, dit-on à l'enfant qui, enfin, sait lire. Les poissons ne sont pas sortis des océans avec des pieds pour que tu t'égosilles. Remets les mots dans ton cerveau, c'est leur habitat naturel. On s'en doute bien, ce joli conte est fictionnel comme tous les contes, et contrairement à tous les contes, il est aussi menteur. Lire dans la tête n'est pas le stade ultime, la plus glorieuse réussite d'une quelconque évolution darwinienne qui irait du silence de la nage au silence de la page. La lecture, pour commencer, n'a strictement rien de naturel. Parler, oui. Parler, c'est automatique. Notre langue s'élastique, notre bouche babille dès le tout début. On s'imprègne de paroles comme des éponges d'eau de mer. Mais lire, quelle pesante technologie. Que de petits morceaux à joindre les uns aux autres contre tout réflexe, d'un cerveau qui grince, d'une main qui veut faire autre chose, d'un corps qui veut pas tenir en place, d'un œil mal exercé à décrypter les lettres, d'une bouche pas d'accord avec ce qu'on lui souffle d'en haut. Quel pinsomme que de lire, quelle souffreteuse locomotive on met en place. C'est peut-être parce que l'enfant qui apprend à lire nous semble si malhabile qu'on se dépêche de lui intimer de réintégrer tout ça dans sa tête. C'est désagréable d'écouter un enfant ânonner un texte. Ça nous rappelle que c'est douloureux, pas naturel, un gros effort. Alors vite, ravale-moi tout ça dans ta tête, lis silencieusement, et alors nous pourrons dire, maintenant, il apprécie vraiment. Maintenant, c'est un vrai lecteur. C'est peut-être aussi parce qu'on nous a toujours dit que la lecture silencieuse, c'est juste et bon. Toujours du moins, depuis la fameuse scène où Saint-Augustin espionne Ambroise, évêque de Milan, et nous rapporte, éberlué dans ses confessions. Quand il lisait, ses yeux parcouraient la page, et son cœur examinait la signification, mais sa voix restait muette et sa langue immobile. N'importe qui pouvait l'approcher librement, et les visiteurs n'étaient en général pas annoncés, si bien que souvent, lorsque nous venions lui rendre visite, nous le trouvions occupé à lire ainsi en silence, car il ne lisait jamais à haute voix. La lecture ambroisique, silencieuse, est d'abord un miracle, presque une installation de musée, en tout cas l'apanage des sages. Les vrais lettrés lisent dans leur tête. Bizarre cette expression « dans leur tête », comme si la lecture à voix haute n'était que dans la bouche, comme si on était des ventriloques jusqu'à ce qu'on devienne enfin des cerveaux et des cœurs. C'est peut-être aussi parce que les enfants, finalement, on n'aime pas trop les entendre. A child must be seen and not heard, disent les Anglais. Un enfant, c'est fait pour être vu, pas pour être entendu. Et soyons honnêtes, on l'a tous pensé, on l'a tous vécu. Un enfant qui lit dans sa tête est un enfant qui nous fout la paix. Ah, comme j'ai hâte qu'il puisse lire tout seul, se dit-on parfois quand le bambin nous rapporte pour la 15e fois le même album, la même BD. Plein de détresse à l'idée qu'on dise non. On a pitié, on se dit que le pauvre, il ne peut s'appuyer que sur nos yeux, notre connaissance, notre voix, parce qu'il n'a pas le choix, pense-t-on un peu trop vite. Il veut qu'on lui lise parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais quand il saura lire enfin, alors il pourra lire dans sa tête, on n'aura plus besoin de lui faire la lecture, et lui, il n'aura plus besoin non plus, et on sera tous les deux si tranquilles, très tranquilles. Un peu trop tranquilles d'ailleurs finalement. Ravale tes livres, en silence tes pages, mets tes mots en mute. Tout le système scolaire a longtemps ressassé ce passage de la voix à la tête comme normal et attendu. Tant d'occasions manquées par la faute de ce mythe évolutionniste. On a conclu que dire des textes tout haut, d'accord, mais alors il faut que ça teste quelque chose. Hein. Là où on aurait pu faire lire des poèmes, on les a fait apprendre par cœur. Réciter, noter, punir. Là où on aurait pu faire lire des textes pour le plaisir, on les a fait lire pour vérifier qu'on sait déchiffrer, noter, punir. Là où un enseignant aurait pu partager des textes à voix haute, on les leur a fait dicter pour que les enfants promptement les réécrivent, les réencodent, les orthographient correctement, noter, punir. Là où on aurait pu partager des textes entre enfants, entre professeurs et enfants, entre adultes, sans stress, sans pression, sans trac, sans notes, on a tout fragmenté en filières distinctes. Fais du théâtre si t'aimes bien jouer des textes, fais avocat si t'aimes bien parler en public, fais littérature si t'aimes bien ta tête et le silence. En conséquence, juste ouvrir un livre et lire à voix haute entre gens qui savent déjà lire, c'est presque gênant, c'est presque obscène. Comme commander un biberon dans un bar ou visser des petits trous à son Vélib. Un bon mot de la poétesse Cécile Coulon. La prochaine fois que dans le train, quelqu'un écoutera une vidéo sur son portable sans mettre les écouteurs, moi je me mettrai à lire mon roman à voix haute.
L'incongruité de cette scène potentielle me fait toujours rire et penser, si seulement j'osais, je voudrais tellement voir la réaction des gens, mais je n'ose pas, car je suis timide. Obscène, la voix haute. Scène, la voix basse. Alors silence, silence les enfants. Le silence est d'or. Chuchote pour ne pas gêner. Tourne 7 fois ta langue. Tu ferais mieux de réfléchir au lieu de parler. On voit où mène ce silence d'or, ces intériorisations forcées. Garde le secret maintenant. Lis dans ta tête, t'es grand. Ris dans ta tête. Pleure dans ta tête. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, des enfants silencieux, des enfants qui sont vraiment des tombes, il suffit de se baisser pour en trouver. Les livres récents de Claire Castillon, Les Longueurs, de Neige Sino, Triste Tigre, nous montrent les ravages de cet enfermement des mots dans la tête des enfants, ce qui se cache sous ces langues trop mal pendues. La tête des enfants est un lieu très bien balisé par l'adulte, un lieu dont l'adulte connaît l'ameublement des pièces, où il se meut en propriétaire, un lieu dont il a la clé. Il est grand temps de les laisser ouvrir la bouche. J'avais 3 ans quand, comme un roman de Daniel Pénac, fondateur et premier parrain des Petits Champions, est sorti en librairie. Malgré l'imploration qu'il lançait d'envisager la lecture orale dans les classes, jamais dans mon parcours scolaire on ne m'a encouragé à lire à voix haute ou à écouter d'autres personnes lire. Longtemps, j'ai perdu la capacité à écouter des textes lus. Cette capacité a un nom, oracy en anglais, l'alphabétisation orale ou littératie de l'oreille. Faire sens de ce qu'on écoute, vivre pleinement ce partage, être dans cette présence requiert un apprentissage. Ou plutôt, requiert qu'on ne désapprenne pas cette sagesse de la langue orale qu'on a toujours connue, mais au contraire, qu'on sauvegarde et raffine ses enseignements particuliers. Je confesse volontiers que longtemps, j'ai été rebutée, frustrée par les audiolivres et les lectures à voix haute. Comme beaucoup d'adultes qui ont été des enfants privés d'Oracy, j'ai dans un coin de ma tête une équation simpliste. Je lis beaucoup plus vite quand je lis en silence, alors pourquoi passer 2 fois plus de temps à écouter la même page ? Quand il y a tant de livres à lire, tant de pages à avaler, comment justifier tout ce temps perdu ? Et puis, peu à peu, la lecture à voix haute est revenue dans ma vie. D'abord par l'amour. Il y a quelque chose dans le couple qui pousse au partage des textes. On a toujours envie de dire « écoute, on dirait que ça parle de nous ». Et finalement, le moment ponctuel devient un rituel. Le paragraphe lu devient une page, devient un livre, devient une bibliothèque. Il y a quelques semaines, un soir, effondré de fatigue par un week-end chargé avec nos très petits garçons, spéciale dédicace pour les cernes d'aujourd'hui aussi, mon compagnon et moi, nous lisions à voix haute une nouvelle d'Agatha Christie. Et il y a eu ce moment où l'un ou l'autre a dit « il reste combien de pages ?» Et la réponse était « une trentaine ». Nombre de pages insurmontable avec notre degré de fatigue, mais il fallait le faire. Le suspense était trop fort, la nouvelle trop envoûtante, le moment trop agréable. Je sais que toute seule, juste moi et ma tête, je l'aurais arrêtée. Mais à 2, on avait la force. Délicieuse capitulation à la littérature que de rogner encore plus loin nos 2 énergies combinées pour le seul plaisir de se livrer ensemble au texte. La lecture à voix haute est aussi revenue dans ma vie par les lectures avec les classes. Dans les petites classes, d'accord, mais chez les ados, c'était loin d'être une évidence. Un jour, dans un collège, une enseignante me demande de leur lire quelque chose. Et cette activité enfantine me fait presque honte. A priori, je me dis qu'ils vont trouver ça rasant, risible. Mais la qualité de l'écoute me prend à la gorge. Leur écoute est presque épaisse, comme du beurre, dans la pièce où mes mots se collent, et je vois qu'ils se délectent, et ils ont plein de questions après, et c'est la première fois que je comprends vraiment ce que Pénac voulait dire, parce que je le vis. La lecture à voix haute est enfin revenue dans ma vie par les lectures publiques, par des professionnels auxquels j'ai assisté ou participé. Insa Sané qui m'y a initié, Bastien Lallemand et ses siestes acoustiques, Elisabeth Acevedo, Lisette Lombé. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Lire, entendons-nous bien, on le sait, c'est toujours être plusieurs, à la convergence de milliers de voix. Mais quand même, lire dans sa tête, c'est surtout être moi, la lectrice, et lui, le texte. Lire à voix haute, c'est ajouter un toi. Toi, cette troisième personne, cette présence entre le texte passé et le moi en construction. Le lecteur, la lectrice à voix haute qui pose ce texte dans ma vie, laisse, dans les mots qui vont me construire, une ombre de son corps, un fantôme de sa voix. Mes fables de La Fontaine ont désormais la maigreur chaotante d'un Fabrice Lucchini. Il y a une personne avec le texte en moi, et moi, si je lis un texte à voix haute à quelqu'un, je sais que je me dépose en lui, ma bouche dans sa tête pour toujours, sculptant ces mots qui l'ont un peu sculpté. Nous ne connaissons pas, ou pas bien, les effets de tout cela. Tout reste à créer, à explorer, à analyser, par des initiatives à la fois individuelles et collectives, par des lectures à voix haute entre amoureux adultes et des lectures à voix haute par des centaines de milliers d'enfants à travers tout le pays. Alors évidemment, les petits champions de la lecture, j'étais emballée d'emblée. Et je n'ai pas hésité une seconde quand on m'a fait l'honneur de me demander d'en être la marraine. Merci beaucoup. Cette compétition est une extraordinaire réussite éducative et culturelle, et on ne peut qu'être estomaqué de penser que grâce à elle, 400 000 enfants ont pris des textes dans leur corps, les ont mis dans les corps d'autres enfants. On me demande quel message je voudrais faire passer en tant que marraine, et c'est le suivant.
J'avoue que je n'aime pas trop la rivalité, les notes, les classements et les concours. Alors la compétition, d'accord, mais si je suis pour, c'est surtout pour le prétexte. Ce qui m'intéresse, ce sont tous ces enfants qui participent et aussi tous ceux dont on dirait qu'ils ne participent pas, mais qui dans les classes écoutent leurs camarades répéter leurs textes. Ce qui m'intéresse, c'est cette littérature qui volette d'œil à bouche à oreille, alors qu'elle serait restée sagement sur la page à attendre qu'on l'enferme dans seulement une ou deux têtes. Alors le message est le suivant. Ne croyez pas que vous ne participez pas au concours si tout ce que vous faites, c'est d'écouter vos camarades. Vos corps sont actifs et les textes vous construisent, et par vos réactions, votre langage corporel, votre écoute, vous construisez aussi la voix et la lecture de celui ou celle qui parle. Ne croyez pas que vous perdez si vous n'êtes pas finaliste, vous avez déjà gagné. Quant aux finalistes du jeu que nous retrouverons à la fin de l'année, ne perdez jamais de vue que c'est d'un triangle d'or qu'il s'agit. Le texte, ceux qui écoutent et vous. Il faut que les trois en sortent gagnants, sinon le jeu n'en valait pas la chandelle. Alors ne vous faites pas d'entorse à la gorge à force de répéter, ne vous mettez pas les nerfs en plot, laissez le texte et le public vous tenir et vous porter. Je n'ai pas parlé du dernier côté du triangle, la littérature, textes imposés et textes choisis. Mais je dirais une chose, elle a bien de la chance et elle a hâte d'en être. Vous la faites naître et renaître à chaque lecture. Ne soyez pas trop impressionnés par elle. C'est vous qui œuvrez pour elle et par elle, qui lui redonnez sa jeunesse. Ne choisissez pas des textes dont vous pensez qu'ils vont épater le jury. Choisissez des textes qui donnent envie à votre voix de danser. A l'inverse, ne vous dites pas qu'un texte est trop grand pour vous, trop respectable, trop majestueux. Tous les textes meurent d'envie que vous les adoptiez. Et un message particulier à ceux pour qui c'est pas évident, ceux pour qui les lettres gigotent, ceux pour qui les lignes font des vagues, ceux dont la voix achoppe, ceux dont les lèvres font stop, on sait pas pourquoi, ceux qui ont besoin d'images, ceux qui ont un accent, ceux qui ont 2 langues dans une seule bouche ou 3, ceux qui font jamais les bonnes liaisons, ceux à qui on fait chute 10 fois par heure, ceux qui voient rien dans leur tête quand on dit « il était une fois », ceux qui se souviennent jamais de leur numéro de page, du nom des personnages. Ne vous dites pas que tout ceci n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas des champions. Nous voulons vous entendre, nous espérons vos voix, nous vous attendons. À bientôt.